Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, Chercheurs auteurs en sciences humaines et sociales, sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. notre histoire Nos territoires, À écouter, à regarder et à lire. lire. Salut, c'est Elsa de la team Oliron la Caraïbe et aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on discute géographie. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Virginie Duva, géographe qui travaille précisément sur le changement climatique. À l'heure où beaucoup d'entre nous se posent des questions, où les enjeux de la planète semblent de plus en plus importants et à l'heure surtout où la question des risques, glissement de terrain, cyclones et tous les enjeux liés au climat deviennent de plus en plus importants dans notre région Caraïbe, écoutons cette géographe qui a des connaissances à nous apporter sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Madame Duva. Bonjour. Vous êtes professeure de géographie à La Rochelle Université, membre du laboratoire LIEN. Vous étudiez les risques d'érosion côtière et de submersion marine, les facteurs qui les influencent ainsi que les mesures qu'il est possible de déployer pour y faire face et s'adapter aux impacts du changement climatique dans les petites îles tropicales. Depuis votre thèse sur les littoraux des îles Seychelles, votre recherche s'est étendue sur l'étude des impacts du changement climatique sur les littoraux tropicaux et l'adaptation côtière en milieu littoral. Vous êtes également membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et l'auteur principal du chapitre Petites îles du deuxième volume du 6e rapport du GIEC qui porte sur impact, vulnérabilité, adaptation, qui a été publié le 28 février 2022. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme nous en avons l'habitude sur Oliron la Caraïbe, une première question sur votre parcours. Comment êtes-vous devenu géographe? Alors, je crois que je suis devenue géographe pour mieux comprendre en fait le monde actuel, pour répondre à tout un tas de questionnements que j'avais et qui étaient notamment relatifs à la relation entre l'homme et l'environnement, qui était relatif à la dégradation des écosystèmes et qui m'a mené finalement d'une part à vouloir comprendre et d'autre part à vouloir aider les acteurs publics, les populations, les associations à s'emparer de ces sujets et à agir. Moi, je travaille sur les risques côtiers, l'érosion côtière depuis le départ, la submersion marine. Et j'ai donc souvent affaire à des territoires qui sortent de catastrophes, notamment climatiques, importantes, et dans lesquelles c'est finalement la totalité du territoire qui est déstabilisée. Ce sont toutes les dimensions de la vie humaine qui sont touchées. Et c'est face à ces réalités-là que j'ai souhaité pouvoir apporter quelque chose. Alors, pourquoi en milieu tropical? Parce que j'ai vraiment une âme très naturaliste. Je suis très attachée aux écosystèmes marins, côtiers, terrestres de ces territoires qui abritent une biodiversité qui est encore tout à fait exceptionnelle. J'ai la preuve, je l'ai eu d'abord en lisant et puis je l'ai aujourd'hui à travers les travaux de recherche que je produis, que ces écosystèmes jouent un rôle absolument fondamental dans l'amortissement des risques, mais aussi dans le bien-être, la santé des populations locales. Et donc, il fallait que je trouve finalement une voie qui me permette d'être à l'articulation des hommes et de leurs écosystèmes à partir d'une approche territorialisée, c'est-à-dire en ayant vraiment les pieds ancrés dans le sol, des racines sous les pieds, ancrés dans les territoires, et avec une perspective d'utilité sociale. Et c'est vrai que faire de la géographie, de l'environnement, à l'interface des aspects physiques et humains permet de déployer cette trajectoire de vie. Et puis j'avais aussi envie de découvrir le monde, de voyager, d'apprendre par le voyage et par les expériences d'autrui ailleurs. Et ça, la géographie permet aussi de le faire. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup et de plus en plus de changement climatique
dans les médias, sur les réseaux sociaux notamment, mais force est de constater que c'est une expression qui n'est pas toujours comprise ou qui n'est pas comprise de la même manière par tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le changement climatique? Alors, le changement climatique, pour expliquer ce que c'est, je vais repartir en fait de quelque chose qui a été développé dans le volume 1 de ce dernier rapport du GIEC. Le volume 1, il a été publié en août 2021. Dans ce volume 1, on trouve quelque chose qui est très intéressant et c'est ce qui s'appelle les indicateurs de pression climatique. Autrement dit, le changement climatique, c'est le fait qu'un grand nombre de paramètres du climat, qui sont très palpables en fait pour la population sur un territoire, tels que le régime des précipitations, des paramètres tels que les températures atmosphériques, températures océaniques, des paramètres également tels que l'intensité des cyclones ou encore le blanchissement corallien, l'érosion côtière. Voilà, c'est le fait qu'un certain nombre de paramètres du climat se modifient sous l'effet de la perturbation par les activités humaines depuis la révolution industrielle, depuis à peu près 150 ans, du fonctionnement du système couplé climat-océan. L'homme, en émettant des gaz à effet de serre, a complètement modifié le fonctionnement de la planète et il en résulte une modification d'un certain nombre de paramètres climatiques. Et c'est quelque chose d'important puisqu'on estime aujourd'hui que dans 96% des régions du globe, y compris les petites îles tropicales, donc nos outre-mer, ce sont aujourd'hui plus de 10 paramètres du climat qui sont perturbés. Donc ça a des effets concrets et en cascade sur toutes les dimensions de la vie humaine. Vous devancez un peu ma question, mais je vous la pose quand même. Quels sont les critères utilisés? Quelles sont les données qui permettent de mettre en évidence ce changement climatique et surtout de l'expliquer? Alors, pour mettre en évidence ce changement climatique, on s'appuie sur des types de données assez variés. D'abord, ce qu'on appelle des données instrumentales d'observation. On utilise par exemple des marégraphes pour mesurer les variations du niveau de la mer. C'est un exemple de données d'instrumentation. Ces données d'instrumentation qui sont collectées dans tous les domaines, données de levée de température, données de mesure des vents cycloniques par exemple, pour prendre d'autres cas, toutes ces données instrumentales, elles sont absolument fondamentales parce qu'elles renvoient la réalité du terrain et elles sont fondamentales pour valider les modèles. Le changement climatique, c'est finalement deux types de vécu, deux dimensions si vous voulez. Il y a la dimension observable jusqu'à aujourd'hui qu'on peut mesurer à travers des observations. Et il y a ensuite toute la partie future, ce qu'on appelle les projections climatiques qui, elles, sont établies à partir d'ensembles de modèles. Et ces modèles ont besoin justement des données d'observation pour pouvoir prédire le climat de demain avec les marges d'incertitude les plus réduites possibles. Donc, on a besoin de beaucoup de données. Mais j'ai envie d'ajouter qu'à côté de ces données qui sont souvent techniques, qui résultent de systèmes d'observation très, très pointus et de la mise en œuvre de modèles d'une immense complexité. À côté de ça, aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus que le changement climatique est aussi quelque chose qu'on peut mieux connaître en s'appuyant sur les savoirs locaux, c'est-à-dire tout bonnement sur le vécu et l'expérience des populations qui, sur leur territoire, sont finalement les premières à expérimenter, à vivre les impacts et donc à pouvoir les décrire. Donc, c'est au carrefour de tout ça qu'on construit une connaissance des impacts du changement climatique, au carrefour de ces savoirs qu'on appelle savoirs scientifiques, qu'on a tendance à appeler savoirs objectifs, même s'ils sont très riches en erreurs et en incertitudes, au carrefour donc des savoirs dits scientifiques et des savoirs dits locaux, donc voilà, aujourd'hui, la connaissance, elle est de plus en plus co-construite. On a longtemps parlé de développement durable. Parler de changement climatique, est-ce parler de développement durable?
Alors oui, le 6e rapport du GIEC établit une relation directe et très forte entre le changement climatique et la durabilité des modes d'aménagement et de développement des territoires. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on sait par exemple que le développement non durable des territoires, pollution, protection très faible et encore trop inefficace de nos écosystèmes, par exemple, aménagement qui n'est pas climato-résilient, on sait que tous ces facteurs-là ont pour effet d'accroître les impacts du changement climatique. La dégradation des écosystèmes va réduire, par exemple, leur capacité d'amortissement du risque, ce qui va accroître le risque climatique et donc les impacts du changement climatique. Un deuxième exemple que je peux donner est que aujourd'hui, ce 6e rapport du GIEC démontre avec beaucoup de force que promouvoir un développement plus durable est une façon de s'adapter au changement climatique et donc de réduire les impacts du changement climatique. Dans le 6e rapport du GIEC, on a par exemple démontré que parvenir à avoir une gestion intégrée, climato-résiliente, plus durable, du continuum d'écosystèmes qui s'étendent sur les îles hautes, des Outre-mer par exemple, du sommet des montagnes jusqu'à la crête des récifs, est une façon de promouvoir l'adaptation au changement climatique. Si on ne gère pas ce continuum d'écosystèmes terrestres, côtiers et marins de manière intégrée, on continuera à aller vers ce qu'on appelle la maladaptation. Donc oui, ces deux exemples prouvent qu'un développement plus durable est un levier fondamental pour réduire les impacts du changement climatique et donc promouvoir l'adaptation. Comme on l'a dit, vous êtes membre du groupe du GIEC, dont les rapports sont largement commentés. Alors, à quoi sert le GIEC et que dit son dernier rapport? Le GIEC sert précisément à accompagner les acteurs décisionnaires de l'échelon international à l'échelon local dans la connaissance, les accompagner pour qu'ils puissent acquérir la connaissance la plus fine possible sur les impacts du changement climatique, les facteurs d'exposition et de vulnérabilité des sociétés et également sur les voies qui sont possibles pour s'adapter au mieux, et aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur ce sujet-là, le 6e rapport du GIEC montre bien qu'il est important d'exploiter les effets de synergie entre atténuation et adaptation. Parce que si on traite de manière séparée ces deux dimensions, d'un côté, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à travers la transition énergétique, alimentaire, les circuits courts, etc. Et de l'autre côté, l'adaptation qui vise à réduire les impacts, eh bien, on aura des effets contre-productifs. C'est-à-dire que si on ne traite pas ces deux dimensions ensemble, nos politiques d'atténuation risquent de générer de la maladaptation et à l'inverse, nos politiques d'adaptation pourraient générer, dans certains cas, plus d'émissions de gaz à effet de serre à l'avenir. Donc voilà une des grandes conclusions de ce 6e rapport. Quel est l'apport de la géographie à un tel groupe d'experts? Alors, la géographie fait partie des sciences humaines et sociales qui sont très bien représentées dans le groupe de travail numéro 2 du GIEC, qui s'attelle donc à traiter les questions d'impact, de vulnérabilité et d'adaptation. On est vraiment de nombreux géographes, géographie physique, géographie humaine, géographie régionale, à être intégrés dans ce groupe de travail. Pourquoi ? Parce que la question des impacts et la question de l'adaptation sont finalement deux grandes questions sociétales qui nécessitent de bien comprendre la manière dont les sociétés fabriquent et habitent et gèrent leur territoire. Si on ne regarde pas ces dimensions-là, on a finalement une compréhension très limitée de la résonance des impacts sur un territoire donné et une appréhension également très limitée du potentiel de différentes solutions d'adaptation visant à réduire les risques sur le territoire considéré. Et en quoi les petites îles sont-elles plus vulnérables
face à ces changements? Alors, les petites îles et les petites îles en particulier tropicales, j'ai envie d'ajouter, sont très climato-sensibles, hein. Elles font partie des territoires qui sont en première ligne des impacts du changement climatique, comme l'Arctique, comme les déserts par exemple, ou encore comme la Méditerranée. On a donc à l'échelle du globe des régions qui sont déjà très impactées par le changement climatique, hein. Ces territoires en première ligne sont justement ceux-là, et des territoires qui sont très climato-sensibles. Pourquoi? Par exemple pour les petites îles, parce qu'ils sont isolés, ils sont à distance, hein, des grands continents. Ça génère par exemple en cas de catastrophe climatique un phénomène d'isolement et d'hyperinsularisation qui fait que les différentes parties d'une île donnée n'arrivent même plus, hein, à échanger entre elles. Donc on a des phénomènes d'hyperinsularisation qui se manifestent. Il faut souvent que les secours viennent de l'extérieur. Ça prend du temps parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a des problèmes de logistique à régler. Ce sont par ailleurs des territoires climato-sensibles parce qu'ils sont soumis aux impacts de l'évolution du climat, mais aussi aux impacts de l'évolution de l'océan. Une île est un territoire très océanique par définition, hein, plus qu'un territoire continental. Ils sont aussi climato-sensibles parce qu'ils sont très dépendants des écosystèmes. C'est beaucoup moins le cas pour les territoires continentaux. Et puis également parce que toutes leurs activités économiques, d'une part, et le bien-être et la santé de la population, d'autre part, reposent sur un développement socio-économique qui s'appuie sur l'environnement et le climat. Quand les secteurs d'activité économique sont le tourisme, l'agriculture, la pêche ou la permaculture, hein, on a là donc une vie humaine qui dépend des écosystèmes et du climat. C'est beaucoup moins le cas en métropole, par exemple, où de nombreuses activités économiques sont complètement indépendantes de l'environnement et du climat. Alors, qu'en est-il des îles de la Caraïbe? Peuvent-elles disparaître? Alors, vaste question que celle de la disparition des territoires. Dans la Caraïbe, de manière large, il y a des îles hautes, montagneuses, et puis des îles basses, qui sont des îles récifales. Celles-là peuvent, à long terme, hein, et sous certaines conditions, potentiellement disparaître. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et au-delà de la question de la disparition, une question qui est essentielle et que traite ce rapport du GIEC est celle du risque de perte d'habitabilité. Autrement dit, est-ce que demain, la région de Pointe-à-Pitre, par exemple en Guadeloupe, sera toujours habitable? Les études disponibles, les études récentes, notamment celles qui ont été réalisées par mes collègues du BRGM, derrière Gonéry, le Causanais, montre que cette région côtière de Pointe-à-Pitre pourrait, autour de 2060-2080, en fonction du scénario de réchauffement climatique qui se réalisera, connaître jusqu'à 180 jours de submersion chronique par an. Ça veut dire 180 jours d'inondation par la mer, mais on parle bien d'inondation à marée haute et sans qu'on soit dans une situation de dépression tropicale ou de cyclone, hein, par exemple. Donc voilà un des risques qui montre bien, hein, que certaines régions pourraient devenir inhabitables. Alors c'est le cas sur les côtes, ça peut être le cas de zones de montagne qui dans nos outre-mer sont soumises aux mouvements de terrain, et on sait que ces mouvements de terrain sont bien sûr renforcés par les épisodes de précipitations intenses qui sont de plus en plus fréquents dans un contexte de changement climatique. Donc ce qu'on craint, hein, c'est une diminution de l'habitabilité de certains espaces qui va imposer, c'est sûr, des relocalisations de populations, d'infrastructures et d'activités économiques. Oui, on comprend donc que la situation est urgente. Trouvez-vous que les décisions politiques qui sont prises sont suffisantes pour faire face au changement climatique, et pourquoi? L'urgence climatique est là. On est bien d'accord. Alors jusqu'à aujourd'hui, les décisions qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre concrètement sur nos territoires sont très insuffisantes. Ce n'est pas le cas que pour les îles tropicales, ce n'est pas le cas que pour la Caraïbe. Hein, ce rapport du GIEC de 2022 met vraiment en évidence que partout sur la planète, on observe un retard d'adaptation
retard d'adaptation qui est dû au fait que le risque climatique augmente plus vite que les efforts d'adaptation qui ont été consentis jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment un besoin urgent de rattraper ce retard d'adaptation et de déployer des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses, fondées sur des investissements financiers du public et du privé beaucoup plus importants que jusqu'à aujourd'hui, et sur la mobilisation de tous les moyens disponibles, impliquer la population, bien sûr, c'est fondamental, et surtout se lancer sur la co-construction de trajectoires d'adaptation, c'est-à-dire être capable de dire quel est le futur que l'on désire pour 2100, quel est le futur que l'on désire collectivement pour 2050, et à partir de là, faire une sorte de rétro-planning qui consistera simplement à choisir par quel chemin on veut prendre pour atteindre collectivement ce futur désirable pour tous. Voilà l'énorme défi face auquel on est, et ça demande évidemment beaucoup plus de volonté et de portage politique qu'on en a eu jusqu'à présent, et aussi beaucoup plus de moyens humains, financiers, etc., que ceux qui ont été jusqu'à présent déployés sur les territoires. Il faut passer à la vitesse supérieure, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors, essayons d'être positif et optimiste, et surtout de réfléchir en termes de solutions. Comment peut-on faire pour gérer les effets et s'adapter à de tels changements, et quelles solutions proposez-vous? Alors, les solutions sont très nombreuses. Je vais donc restreindre mon propos à l'adaptation côtière. C'est déjà un vaste champ, et finalement, c'est quand même une priorité sur nos territoires insulaires. Alors, quelles solutions? Il faut bien avoir en tête qu'on a un portefeuille de solutions en main. Ce portefeuille de solutions, quand on veut s'adapter à l'érosion côtière et la submersion marine, inclut par exemple l'ingénierie lourde, construire des digues, des murs de protection, des cordons d'enrochement, solution qu'on a beaucoup mobilisée jusqu'à présent, mais qui est souvent très mal adaptative sur nos territoires. Donc, ça veut dire qu'il va falloir certes l'utiliser là où on n'a pas le choix, par exemple pour protéger des villes côtières très menacées, mais qu'il va falloir en revanche, là où on le peut, basculer vers d'autres solutions plus prometteuses. Lesquelles? Deuxième solution possible, c'est d'essayer d'utiliser les solutions fondées sur la nature, qui consistent à mieux protéger, à restaurer et à mieux gérer nos écosystèmes, parce qu'ils nous protègent quand ils sont en bon état de santé. Donc, ça consiste à s'attaquer aux causes profondes de la dégradation des écosystèmes. On peut penser à la pollution, on peut penser aux modalités d'aménagement non durable des territoires qui souvent dégradent les écosystèmes. Troisième solution qu'on peut utiliser, c'est la relocalisation. On en a des exemples. La commune du Prêcheur en Martinique a commencé à relocaliser des quartiers. On a des exemples en Guadeloupe, par exemple à Cap-Esther, et on a à Saint-Martin de vastes zones dans lesquelles il va falloir, dans les décennies qui viennent, faire de la relocalisation parce qu'elles sont basses, parce qu'elles sont submersibles et parce qu'elles seront tout aussi détruites par les prochains cyclones qu'elles l'ont été par ceux de 2017. Donc, ces trois exemples pour montrer qu'on a un portefeuille de solutions et que l'enjeu pour demain, c'est d'identifier des combinaisons de solutions. Souvent, une solution toute seule ne suffit pas pour réduire considérablement le risque. Donc, combiner des solutions qui soient pensées de manière spécifique pour chacun des types de sites qu'on doit traiter. On ne protège pas de la même manière un littoral urbain et un littoral rural, par exemple. Et ensuite, il va falloir que ces combinaisons de solutions soient pensées de manière évolutive. Pourquoi? Parce qu'une combinaison de solutions, par exemple, solutions fondées sur la nature, plus ouvrage lourd, c'est ce qu'on appelle des solutions hybrides, c'est quelque chose qui va peut-être marcher jusqu'à 2040-2050, mais qui ensuite va devenir obsolète. Et à ce moment-là, il faudra être capable de bifurquer vers la relocalisation. Donc, c'est ça le grand défi en matière de solutions. Identifier des combinaisons de solutions pertinentes et être capable de les faire évoluer sur le temps long. Pourtant, il y a aussi ceux qui remettent en cause l'existence du changement climatique, qui pensent même que le GIEC ment. Qu'en pensez-vous? Écoutez, aujourd'hui, les climato-sceptiques sont très minoritaires et n'ont pas d'argumentation robuste pour soutenir leur discours. Donc voilà ce que j'en pense.
Je crois que voilà, on n'a pas de temps à perdre avec ceux qui nient les observations et les mesures qui sont faites et qui sont aujourd'hui extrêmement robustes. Donc continuons à avancer avec la grande majorité, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont convaincus qu'il faut passer d'une action peu ambitieuse à une adaptation transformationnelle. Les chercheurs font beaucoup d'efforts aujourd'hui pour communiquer leurs résultats à destination de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les groupes de la société qui sont concernés, qu'il s'agisse des professionnels dans les différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des acteurs publics, qu'il s'agisse des associations des ONG ou encore de la société civile. Notre recherche est de plus en plus pensée pour répondre aux grands questionnements de la société. Et donc à l'amont et puis à l'aval, notre recherche, on la dissémine de plus en plus, conférences grand public, podcasts, interventions dans les médias, expositions, etc. Et ce travail est facilité par le fait qu'on produit de plus en plus notre recherche avec l'appui des autres acteurs de la société qui finalement constituent aussi une énorme base de données dans laquelle on vient cueillir des informations essentielles. Oui. Bien, nous arrivons au terme de notre échange très riche. Merci, Madame Duva, pour cette discussion qui montre que la situation est urgente, mais que des solutions existent et que des possibilités d'adaptation peuvent être trouvées si nous réagissons. Nous rappelons à nos auditeurs et à nos auditrices que sur notre site, ils pourront aller plus loin avec une bibliographie qui leur est proposée. Nous vous disons donc à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. Merci à vous. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique Avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com Et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire Nos territoires À écouter, écouter, à regarder et à lire. lire.